Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui pour moi c'est un petit peu spécial car on va aborder l'une des consoles de mon adolescence. Je suis certain qu'elle a marqué aussi beaucoup d'entre vous, mais pour débuter notre récit nous allons devoir remonter assez loin dans le passé, plus précisément en 1985. Le CD-ROM fait de plus en plus parler de lui. Déjà implanté pour l'audio, beaucoup y voient l'avenir du support numérique. C'est qu'il permet de stocker bien plus de données qu'avec une simple cassette ou disquette. Sony, un des leaders de l'électronique, de l'informatique, de l'audiovisuel entre autres, maîtrise ce nouveau support et justement, les dirigeants de la firme ont une petite idée derrière la tête, concevoir et commercialiser leur propre lecteur CD à destination du jeu vidéo. Seulement, c'est un domaine que Sony ne maîtrise absolument pas. Il sera donc plus prudent de s'associer avec un partenaire plus expérimenté. Et bien, ce sera tout simplement avec le leader mondial du jeu vidéo, Nintendo, qui semble emballé par le projet, afin d'offrir à la Super NES une extension CD qui se nommera PlayStation. Sega propose justement le Mega CD, il ne faut donc pas perdre de temps et contre-attaquer rapidement. Seulement, d'après la rumeur, c'est en relisant le contrat que Hiroshi Yamauchi, président de Nintendo, s'aperçoit que Sony possédera juridiquement tous les jeux qui sortiront sur le lecteur CD de la Super NES. Hors de question pour une grande société comme les Nintendo de céder une si grande part de leurs titres. Mais comment réagir si jamais le Mega CD cartonne et que Nintendo n'a rien à proposer, et ça risque d'être un sacré coup dur. Eh bien Nintendo, dans le dos de Sony, va s'associer avec Philips qui lui propose sa CDI comme support CD, avec des conditions bien plus favorables pour Nintendo. Et donc au CES de 1991, le Consumer Electronics Show, Nintendo annonce fièrement son lecteur CD-ROM fabriqué par Philips. Olaf Olafsson, le responsable du projet de chez Sony, tombe des nues. Pour lui, c'est un véritable coup de poignard dans le dos. Et pour la direction, c'est encore plus que ça. Une entreprise japonaise a trahi une autre entreprise japonaise pour une européenne. Olaf et Sony sont plus que jamais décidés. Si c'est ce que souhaite Nintendo, eh bien ce sera la guerre. Sony, à partir de son lecteur CD, fabriquera elle-même sa propre console. Nintendo a donc participé à l'émergence de son concurrent le plus redoutable. Et vous le savez sûrement, la Super NES CD ne verra jamais le jour. On ne sait pas vraiment quelles en sont les raisons, mais les dirigeants de Nintendo semblaient craindre le piratage, bien plus développé et sur CD. Vous êtes sûrement tombé sur la nouvelle, mais un prototype de cette console a été retrouvé récemment. C'est une histoire assez amusante, on pourrait presque en faire une petite fable. Mais la console, qu'en est-il? C'est ce qui vous intéresse, vous, Eh bien, regardons ça. C'est le 3 décembre 1994 que sort la PlayStation au Japon. La console a un design très simpliste, deux ports sont présents pour les cartes mémoire et les manettes. Ces dernières sont très proches de celles de la Super NES avec deux gâchettes en plus. Sony est confronté à un premier problème, comment attirer les éditeurs? La plupart sont chez Nintendo, il faut donc rallier des concurrents de la firme du plombier moustachu. L'un des premiers sera Namco qui n'est jamais véritablement parvenu à s'imposer sur le marché des consoles. La firme réalisera le premier titre phare de la PlayStation, une adaptation de Ridge Racer, presque aussi beau que sur arcade. Puis pour concurrencer le Virtua Fighter de la Saturn, Namco adaptera son hit Tekken. Sony bénéficie de moyens financiers conséquents et va de ce fait totalement écraser la Saturn, d'abord aux États-Unis, puis en Europe et enfin au Japon. Nous l'avions justement traité plus en profondeur dans l'épisode consacré à la Saturn. Et c'est ainsi qu'en ralliant les différents éditeurs, les hits vont s'enchaîner au fil des années sur cette console. Et je compte bien en faire un rapide tour, même si vous vous doutez que je suis dans l'incapacité de citer l'ensemble des grands jeux de la PlayStation, je vais tenter d'en faire une petite synthèse. Gran Turismo sera la référence du jeu de course avec une compétition palpitante où il sera nécessaire d'investir dans du matériel ou des bolides pour rivaliser dans les championnats les plus prestigieux. Wipeout propose lui des courses futuristes avec la possibilité d'utiliser des items. La sensation de vitesse est saisissante et démontre l'étendue des capacités techniques de la PlayStation. Crash Team Racing n'est autre qu'un Mario Kart dans l'univers du titre de Naughty Dog. Certains prétendent qu'il s'avère même au-dessus de son modèle. Peut-être est-ce un petit peu exagéré, mais il n'en reste pas moins un excellent jeu à part entière. Nous aurons aussi la fameuse série des Micro-Machines, mais je vous conseille personnellement l'excellent Micromaniac. Ce ne sont plus des voitures, mais des sprinters. Trop méconnu, il fait partie des jeux que j'affectionne tout particulièrement pour son originalité et sa variété. Driver se déroule dans un monde ouvert puisque vous y incarnez un policier infiltré dans la mafia dans le but à bord de votre véhicule d'accomplir diverses missions aboutissant bien souvent à des courses-poursuites, tout à fait novateur et original pour l'époque. Pour ce qui est du jeu de combat, je me doute que ce qui vous vient immédiatement à l'esprit c'est Tekken 3, véritable phénomène à l'époque. Tout le monde s'y amuse, moins complexe qu'un Street Fighter, plus réaliste et plus tape à l'œil. Capcom proposera tout de même son jeu 3D Rival Schools, des combats se déroulant dans l'univers de l'éducation, là encore tout à fait accessible
accessible pour le grand public, Capcom démontre une fois de plus son savoir-faire en matière de jeux de combat. Fighting Force est un beat'em all en 3D avec la possibilité de parcourir l'aventure avec un coéquipier totalement orienté arcade. Il s'agit d'un véritable défouloir. Pour ce qui est de la plateforme, je ne sais pas par où commencer. Il y eut Croc en début de vie de la console, assez simpliste, c'est vrai, mais qui a marqué sa génération. La référence est peut-être le célèbre Crash Bandicoot et ses fameux couloirs que l'on traverse dans la profondeur, ou de manière plus classique. Personnellement, j'ai un bon coup de cœur pour l'excellent Spyro, le dragon et son univers coloré et bourré d'humour, principalement avec les répliques des dragons qui ne louent pas une occasion pour nous faire rire. Plus atypique, on a le trop peu connu Tombi qui est certes en 2D mais qui n'en propose pas moins un monde ouvert avec une succession de missions à remplir, et le célèbre Oddworld bien plus orienté et réflexion, où il vous faudra sauver un maximum de Mudokon pour leur éviter de se retrouver par Rapture Farm dans une boîte de conserve. Du côté action, nous pourrions citer le magnifique Medieval et son ambiance si prenante où vous incarnez Sir Daniel Forrest, réveillé des morts pour terrasser l'infâme Zarok. Je pense que nous sommes nombreux à espérer un nouvel opus sur une console next-gen. Bien sûr, côté RPG, il y a eu de nombreux titres sur lesquels nous pourrions revenir. Les plus évidents sont ceux de la série Final Fantasy. Entre le 7, le 8 et le 9, chacun a son petit coup de cœur, même s'il me semble bien qu'il y a un petit avantage pour Cloud et ses compagnons. Pour le survival de franchises cultissimes, les Resident Evil, et bien entendu le premier Silent Hill. Nous n'atteignons pas encore la qualité du second sur PlayStation 2, mais nous avons un survival réellement angoissant de par son intrigue et sa mise en scène. Et puis bien sûr, je n'oublie pas le fameux Metal Gear Solid. Nous ne pouvons le réduire à un simple jeu d'infiltration, le scénario mature, prenant les personnages charismatiques, les phases de gameplay cultissimes, en font l'un des plus grands jeux de tous les temps. Sony est donc parvenu dès sa première tentative à s'imposer comme un des leaders du jeu vidéo. Et d'ailleurs, avec la PlayStation 4, la console dernière génération la plus vendue, il l'est toujours. La fois prochaine, nous étudierons la réponse de Nintendo à son ancien associé avec la 64. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine.